Alors aujourd'hui, on va aborder la cybersécurité, mais oublions un peu le jargon technique et complexe. Imaginez plutôt qu'on va parler de l'art de construire une véritable forteresse numérique pour protéger ce qui nous est cher. Et la question qui se pose, elle est cruciale, n'est-ce pas? Dans ce monde où les menaces numériques sont partout, tout le temps, comment est-ce qu'on fait pour protéger nos informations les plus précieuses? C'est vraiment tout l'enjeu de la cybersécurité. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Pour bâtir une bonne défense, il faut des fondations solides. Et en cybersécurité, tout, absolument tout, repose sur trois grands principes. On appelle ça la triade CID. Confidentialité, intégrité et disponibilité. Retenez bien ces trois mots. Commençons par la première règle d'or, la confidentialité. C'est simple, c'est la salle du trésor de notre forteresse. L'idée, c'est de s'assurer que seules les personnes autorisées ont la clé pour y entrer. Pour tous les autres, eh bien, la porte reste fermée à double tour. Deuxième pilier, l'intégrité. Là, il ne suffit pas de garder le trésor en sécurité, il faut aussi être sûr qu'il n'a pas été modifié ou, pire, remplacé par une copie. L'intégrité, c'est la garantie que nos données sont fiables, exactes et qu'elles n'ont pas été trafiquées. Et pour finir, le troisième pilier, la disponibilité. C'est bien beau d'avoir un trésor hyper sécurisé, mais s'il est inaccessible, ça ne sert à rien. La disponibilité, c'est donc s'assurer que les personnes autorisées peuvent accéder aux informations quand elles en ont besoin, sans délai. C'est l'équilibre parfait entre sécurité et accessibilité. Voilà, nos fondations sont posées. Confidentialité, intégrité, disponibilité. Mais une forteresse, ça sert à se protéger de quelqu'un, non? Alors parlons de l'ennemi. Qui sont ces forces qui se massent aux portes de notre citadelle numérique? Dans le jargon, on les appelle les acteurs de la menace. Et attention, il ne faut pas imaginer un hacker solitaire dans son garage. Non, ça peut être ça, mais c'est souvent bien plus que ça. Des groupes organisés, des organisations, chacun avec ses propres raisons de vouloir s'en prendre à nous. Et pour attaquer, ils ont tout un arsenal. L'arme principale, ce sont les logiciels malveillants, les fameux malwares. Il y en a de toutes sortes. Le virus qui s'accroche à un programme, le ver qui se propage tout seul sur le réseau, le rançongiciel qui prend les données en otage, ou encore le cheval de Troie qui se fait passer pour un logiciel inoffensif pour mieux nous tromper. Mais attention, l'attaque la plus efficace n'est pas toujours la plus technique. Parfois, l'arme, c'est la psychologie. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'idée, c'est de manipuler une personne pour qu'elle donne elle-même les clés de la forteresse. Au lieu de défoncer la porte, l'attaquant vous convainc de lui ouvrir. Et l'exemple que tout le monde connaît, c'est bien sûr l'hameçonnage, le phishing, avec ces faux emails qui ont l'air si réels. Ok, on connaît les principes, on connaît l'ennemi, on connaît ses armes. Il est temps de passer à la construction de nos défenses. Et je vous le dis tout de suite, un seul grand mur ne suffit pas. Une forteresse moderne, ça se construit en couches. Ce concept, c'est la défense en profondeur. L'image est simple. Imaginez une série de murs. Si l'attaquant passe le premier, il y en a un deuxième qui l'attend. Puis un troisième. On multiplie les obstacles depuis le périmètre le plus extérieur, comme le pare-feu, jusqu'au cœur du système où se trouvent les données. Le premier mur, le plus visible, c'est le pare-feu. C'est le gardien à l'entrée principale de la forteresse. Son travail, c'est de contrôler absolument tout le trafic, tout ce qui entre et sort. Il a une liste d'invités, et si quelqu'un n'est pas dessus, la porte reste fermée. C'est notre première ligne de défense absolument essentielle. Maintenant, une défense vraiment puissante, le chiffrement. C'est un peu comme un sort magique qu'on jetterait sur le trésor. Même si un voleur réussit à passer tous les murs et à s'emparer du coffre, en l'ouvrant, il ne trouvera qu'un message incompréhensible. Le chiffrement transforme nos données en un code secret. Sans la clé, elles ne valent rien. Et pour ce code secret, il y a deux grandes familles de serrures. D'un côté, le chiffrement symétrique. C'est simple, on a une seule clé qui sert à la fois à verrouiller et à déverrouiller, comme la clé de sa maison. De l'autre côté, le chiffrement asymétrique. Là, c'est plus malin, on a deux clés. Une clé publique, que tout le monde peut utiliser pour verrouiller le message, et une clé privée, que seul le destinataire possède pour le déverrouiller. C'est exactement le principe d'une boîte aux lettres. Alors, on a parlé des murs, des portes, des codes secrets, mais une forteresse, ça se défend aussi de l'intérieur. La façon dont on s'organise, les règles qu'on se donne et les gardes qui patrouillent, c'est tout aussi important. Et pour bien fonctionner, la vie dans la forteresse obéit à toute une hiérarchie de règles. Tout en haut, on a les grandes lois, comme le RGPD en Europe, qui fixe le cadre général. Puis, en descendant, on a les réglementations, les politiques de l'entreprise, et enfin les normes très précises, du genre « voici comment doit être construit un mot de passe sécurisé ». Tout est structuré. Et qui sont les gardes? Eh bien, c'est le centre des opérations de sécurité, le fameux SOC. C'est l'équipe qui se trouve dans la plus haute tour de guette.
Leur mission, avoir les yeux rivés sur l'horizon numérique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la recherche du moindre signe de menace. Et leur rôle n'est pas passif du tout. Ils n'attendent pas que l'alarme sonne, non. Ils surveillent activement, ils cherchent la moindre anomalie, le moindre comportement suspect. Dès qu'une alerte se déclenche, ils enquêtent pour voir si c'est sérieux. Et si l'attaque est confirmée, ce sont eux qui organisent la défense. Mais soyons réalistes, même la meilleure forteresse du monde peut avoir une faille. La question n'est pas si une attaque aura lieu, mais quand. Alors, que se passe-t-il quand l'ennemi réussit à entrer? Surtout, on ne panique pas, on sort le plan de bataille. Ce plan, il se déroule en 3 étapes clés. D'abord, le confinement. On isole l'attaquant pour l'empêcher de faire plus de dégâts. C'est comme fermer les portes blindées à l'intérieur du château. Deuxième étape, l'éradication. On trouve la menace et on l'élimine, complètement. Et enfin, la récupération. On répare les dégâts, on restaure les systèmes et surtout, on s'assure que la faille qui a permis l'attaque est bien corrigée. Une fois la bataille terminée, le travail n'est pas fini. Il faut comprendre ce qu'il s'est passé. C'est là qu'intervient l'informatique légale, ou Digital Forensics. C'est un peu les experts de la cybersécurité. Ils analysent toutes les traces numériques laissées par l'attaquant pour reconstituer le film de l'attaque, étape par étape. Tout ça nous amène à une conclusion importante. Cette bataille ne s'arrête jamais. La cybersécurité, c'est un champ de bataille qui évolue en permanence. Les technologies changent, les défenses s'améliorent, mais les menaces aussi. Regardez les technologies qui arrivent. L'intelligence artificielle, génial pour détecter les menaces. Mais les attaquants l'utilisent aussi pour créer des attaques plus intelligentes. L'informatique quantique, elle pourrait un jour casser tous nos chiffrements actuels. Et l'Internet des objets, avec ses milliards d'appareils connectés, c'est autant de nouvelles portes potentielles à défendre sur notre forteresse. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question qui reste ouverte. Nos forteresses deviennent de plus en plus sophistiquées, c'est vrai. Mais nos adversaires, eux, trouvent toujours de nouvelles armes, de nouvelles stratégies pour les assiéger. Dans cette course sans fin, qui aura une longueur d'avance ?